Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne, votre magazine qui fait la part belle à la solidarité et au vivre ensemble, vous le savez. Allez, on commence tout de suite par le sommaire du jour. Savez-vous ce que sont les greeters? Des personnes passionnées par leur ville et qui proposent de la faire découvrir gratuitement. Nous en saurons plus dans quelques instants en compagnie d'Aurore Porcher, membre du comité de pilotage de la Fédération France Greeters. Elle est avec nous sur ce plateau. En parlant de réseau, ça tombe bien, nous recevrons le vice-président de la Ligue de protection des oiseaux en Bretagne, coordinateur bénévole des refuges LPO du Morbihan. Bruno Tandeau de Marsac nous montrera comment s'ancre l'association protectrice sur notre territoire et pourquoi certaines collectivités locales ont décidé de labelliser refuge LPO une partie de leur terrain. Nous évoquerons également un autre sujet passionnant, la télémédecine, avec le docteur Marie Coste, gériatre au CHU de Rennes. Et puis, comme chaque semaine, nous mettrons en lumière aussi un projet breton en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette fois, c'est le Bagad Saint-Nazaire qui souhaite s'offrir un nouveau costume, un nouveau gilet plus précisément. Enfin, nous parlerons de santé au travail, un sujet de plus en plus préoccupant pour bon nombre d'entreprises. Il fait d'ailleurs l'objet d'une journée inédite de mobilisation aujourd'hui en Bretagne. On l'évoquera tout à l'heure. Voilà, bienvenue à vous en cette matinée. On va tout de suite commencer par poser une petite question à Catherine. Catherine, qu'est-ce que vous attendez d'une émission sur les greeters? Vous saviez ce que c'est? Alors non, et quand j'ai découvert... ce que c'était, mais oui, en fait. Non, et c'est passionnant en fait, parce que vous me connaissez. En fait, bien sûr que c'est passionnant. Oui, parce que chauvine comme je suis, moi j'ai foncé sur l'occasion. Attention, un chauvinisme d'ouverture et de partage. Ouais. Donc j'ai pris mes petites jambes et mon courage, et puis je suis allée ce matin même à la gare de Rennes pour griter les gens. Donc j'ai bien grité, et j'ai même presque regretté, parce que je ne sais pas si les gens sont prêts au greeting, en tout cas pas le matin à la gare. J'avais tout prévu, attention, j'avais tout prévu, un tour de Rennes la Rebelle, visite de 2 espèces en voie de disparition, le punk à chien, la place Sainte-Anne, et l'étudiant Sarwell de Villejean. Donc vraiment, c'est le temps de les voir parce qu'ils vont peut-être bientôt disparaître malheureusement. 1 minute de recueillement à la statue de Glenmore au Tabor, et 1 minute de recueillement sur ma dignité étudiante rue de la Soif. Donc j'avais tout prévu, c'était vraiment personnalisé, voilà. Mais bon, les gens... Voilà, sur le vif, le matin, ils sont pas prêts. Alors déjà, j'ai dit bonjour aux gens qui passaient. Alors, il y a quand même une grosse technique d'évitement de la part du gens dans la rue qui est pressé et qui va aller au travail et qui fait la gueule. D'ailleurs, les gens font la gueule pour aller au travail. Je crois qu'on va en parler, la santé au travail. On va en parler, exactement. C'est important. Les gens tirent la gueule. Et on ne fait pas tous la gueule pour aller au travail, je vous rassure. Non, pas tous. C'est ceux que j'ai vus en tout cas. Donc voilà, j'ai essayé de leur distribuer des spécialités locales et jeter de galettes de saucisses sous forme de fast-food rennais, des galettes de saucisses véganes sous forme de la galette seulement. Mais ça n'a pas marché. J'ai rencontré un ami greeter qui était là à côté de moi, mais lui il demandait juste quelques sous pour s'acheter une boisson chaude. Donc voilà, le greeting a peut-être de beaux jours devant lui, mais je crois qu'il faut un mode d'emploi quand même. Il faut un petit mode d'emploi. Ouais, sinon on regrette. On commence tout de suite par un petit mode d'emploi en images. Les greeters, qu'est-ce que c'est? La réponse tout de suite. Ils sont bruyants, portent des tongs et vous gâchent le paysage. Ras-le-bol de partager vos vacances avec des hordes de touristes qui vous bousculent pour prendre des photos? Nous avons la solution. Sortez des musées et faites appel à un greeter. Un quoi? Un greeter, ou en français, un hôte. Le concept est simple. Une personne qui a du temps libre vous accorde 1 heure ou 2 pour partir en visite. Mais il ne se contente pas de vous emmener en balade. Le greeter a une bonne connaissance des lieux, beaucoup de bonnes adresses à vous recommander et souvent plein de petites anecdotes à vous raconter. Adios les troupeaux de touristes. Mais qui sont les greeters? Ton voisin, ton grand-père, le facteur. En fait, tout le monde peut devenir greeter. La seule et unique règle à connaître, c'est qu'il faut avoir 18 ans. Bon, entre nous, beaucoup ont passé cet âge depuis un petit moment. Sur les 1700 greeters français, 60% sont retraités. Cette bonne idée nous vient de nos amis des États-Unis. Depuis 1992 à New York, on veut améliorer l'image de la ville, réputée trop dangereuse pour les touristes non initiés. Et très vite, le phénomène a gagné le monde entier. 34 pays sont déjà contaminés. Bulgarie, Allemagne, Ghana, Kazakhstan, Russie, Australie, Argentine, Japon, Royaume-Uni, entre autres. Donc, si vous voulez voir autre chose que les pyramides en Égypte, passez par un greeter. Pour une fois, vos photos de vacances ne ressembleront à aucune autre. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Les greeters sont gratuits.
Et voilà, c'est un feu d'artifice. Aurore Porcher nous a rejoint. Vous êtes, Aurore, bonjour d'abord, membre du comité de pilotage de la Fédération France Gritters et vous êtes également chargée de mission à l'office de tourisme La Baule, presqu'île de Guérande. Alors on l'a vu dans ce petit reportage, le mouvement il est né à New York au début des années 90 et il a débarqué en France en 2006 à Nantes et à Paris. Qui a eu l'idée en fait de le transposer ici? Alors en France, effectivement, c'est en 2007 en fait que l'antenne est arrivée sur Nantes en premier lieu. Et c'était assez anecdotique puisque c'était une Nantaise qui connaissait déjà un petit peu le concept des gritters et qui a assisté au début du développement touristique de la ville de Nantes, notamment avec la restauration du château des Ducs de Bretagne, l'arrivée des machines de Lille sur Nantes également, et qui a eu envie d'impliquer les habitants, les mettre en lumière dans cette mise en tourisme, et donc qui a pris contact avec Lynn Brooks, donc new-yorkaise de cœur, qui est la fondatrice du Big Apple Gritters, depuis ses débuts dans les années 90, effectivement, et qui a su lui transmettre l'énergie, l'enthousiasme nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre la création des Gritters sur Nantes. Il y a eu également Paris cette même année qui a monté son antenne sous forme d'association. Et puis ensuite, cette Nantaise, donc professionnelle du tourisme, Sylvie Huron, a su transmettre de la même façon à d'autres antennes en France l'énergie nécessaire. Et aujourd'hui à Nantes, c'est en moyenne 300 touristes par an, dont 30% d'étrangers. C'est quand même assez conséquent. Combien de villes sont concernées en France aujourd'hui? On sait à peu près? Oui, bien sûr, on compte 56 antennes Gritters, mais ça concerne une centaine de villes, puisque certaines antennes sont organisées en réseau. Donc à l'échelle de destination ou de département. Du coup, ça impacte forcément plus de villes. D'accord. En Bretagne, alors, qui est concerné? Quelles villes sont concernées? En Bretagne, nous avons Saint-Brieuc, Rennes et les Ardrieux-Trégor, donc qui ont des antennes Gritters. Et si on élargit un peu plus au Grand Ouest, vous retrouvez donc l'antenne de Nantes, bien sûr, une antenne sur Saint-Nazaire, tout fraîchement créée de début 2019. Ça va parler certainement en plateau ici. L'antenne La Baule, presqu'île de Guérande, bien sûr, et puis Angers aussi, si on élargit un peu plus. Alors, elles ne sont pas toutes membres en fait de la fédération, c'est ça? Parce qu'il y a également Saint-Malo et Dinard qui ne sont pas membres, mais qui quand même ont cette démarche. Effectivement, qui utilisent l'appellation Gritters, mais qui ne sont pas rattachés à la Fédération nationale France Gritters. Comment vous expliquez ce succès finalement? Qu'est-ce qui plaît dans cette démarche? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est sur une envie chez le visiteur d'aller à la rencontre des habitants, de s'immerger pour donner du sens à son séjour, de comprendre aussi le territoire sur lequel on arrive. Il y a une quête aussi de la spontanéité, de l'enrichissement mutuel, de partage, et ça passe par la rencontre avec l'habitant. Il y a combien de Gritters aujourd'hui en France? On en compte combien à peu près? En France, il y a à peu près 1600 Gritters. Alors le succès, il repose peut-être aussi sur le fait que les touristes avant voulaient voir des choses. Aujourd'hui, ils cherchent plus quoi? La rencontre finalement? Oui, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant. En fait, effectivement, c'est vraiment l'envie de donner du sens, de s'immerger, d'aller dans quelque chose de convivial, d'authentique avec le visiteur. Alors vous êtes un exemple intéressant parce que vous êtes chargé de mission dans un office de tourisme en parallèle. Et justement, on a envie de vous poser la question, est-ce que c'est une concurrence pour vous ou est-ce que c'est complémentaire comme offre? Non, au contraire, c'est complémentaire. Et d'ailleurs, sur toutes les antennes qui existent en France, beaucoup sont portées par les offices de tourisme qui sont à l'initiative des créations des antennes. Ça a été le cas chez nous aussi, avec une forte volonté en 2016 donc de créer les Gritters pour impliquer nos habitants, les mettre en lumière et leur laisser la possibilité aux visiteurs surtout d'une immersion locale, originale, quelque chose un peu inédit aussi, d'insolite dans cette rencontre. Et on en est ravis. Aujourd'hui, on a une dizaine de Gritters bénévoles et c'est beaucoup de richesse. Et beaucoup dans les témoignages qu'on a pu collecter, ce sont des témoignages forts de partage, de rencontres humaines. Et ça vient vraiment enrichir notre mission du quotidien qui est l'accueil du visiteur. Donc il n'y a pas de concurrence avec les guides conférenciers, on l'a bien compris. Non, on n'est pas du tout sur le même registre en fait. Le Gritter a la seule consigne d'ailleurs la devise en fait est « venez en balade, repartez en amis ». Donc c'est presque la seule consigne. Elle va pleurer. C'est beau. Et la seule chose qui peut être conseillée au Gritter, c'est d'accueillir comme il accueillerait ses amis. D'accord. Bon, comme ça, c'est très clair. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Normalement, les amis aussi, c'est gratuit. Oui, ah mince, j'ai pas les mots là. Comment on peut suivre une visite Gritter? Comment trouver la visite? Il faut s'inscrire. Concrètement, ça se passe comment? Il y a un site internet? Oui, alors ça c'est simple, effectivement. Il existe le site national France Gritters, donc gritters.fr, qui permet, donc, dans une rubrique
historique venait en balade, de découvrir une carte de France avec l'implantation de toutes les antennes existantes. Donc en cliquant sur bien sûr la destination de votre choix, vous arrivez sur un formulaire de demande en ligne qui permet d'inscrire les coordonnées et puis les centres d'intérêt qui sont représentatifs généralement des centres d'intérêt des Greeters de la ville. Et ensuite, alors ce qu'on préconise quand même, c'est de prendre contact au moins 15 jours avant son arrivée pour maximiser les chances de rencontrer un Greeters. Et donc après, le Greeters en question qui accepte cette demande de rencontre va prendre contact pour affiner ensemble le lieu de rendez-vous, l'heure de rendez-vous et puis les sujets qui seront abordés ensemble. D'accord. Écoutez, je crois qu'on ira un petit peu plus loin tout à l'heure sur ce thème des greeters. On l'a compris, c'est gratuit. Hein. Vous pourriez être greeter, vous, Catherine ? Vraiment, je veux dire, hormis à la gare de Rennes le matin à 8h. Non, pour de vrai, mais oui, pourquoi pas, parce que c'est une manière aussi de rencontrer des gens, et puis peut-être même de se forcer à redécouvrir sa propre ville différemment. Ouais, c'est peut-être ça le secret, finalement. Être à l'éveil des bonnes adresses et des choses comme ça. Alors, on a sur le plateau, merci Catherine, on a sur le plateau Nolwenn et Sonia Pagrimo. Vous êtes membre du Bagad Sainte-Nazaire. J'ai envie de vous poser d'abord la question, est-ce que vous connaissiez la démarche des greeters ? Pas du tout, moi pas du tout. En plus, du coup, je suis de Saint-Nazaire, donc ça peut être super intéressant. Non, mais je connaissais pas du tout. Vous allez pouvoir faire visiter votre ville, peut-être en musique d'ailleurs. Peut-être. On va voir ça. De quels instruments vous jouez toutes les deux ? Alors du coup, toutes les deux, on joue de la bombarde. On est à l'association depuis une dizaine d'années. On a commencé au Bagadig et depuis quelques années, maintenant on est au Bagad. Et ça fait 2-3 ans qu'on a décidé aussi de s'investir dans la vie associative, dans le conseil d'administration. D'accord. Alors, le Bagad Sainte-Nazaire, en quelques mots, c'est quoi exactement ? Expliquez-nous un petit peu, présentez-le nous. Alors, en fait, c'est une association, on est une centaine d'adhérents. Elle a été créée il y a à peu près 70 ans. Donc, dans l'association, il y a des simples adhérents, et puis la plupart sont musiciens. Donc, le Bagad, lui, sa visée, en fait, on fait plutôt des concerts, des concours dans une fédération. Le Bagadik, c'est vraiment le Bagad école, c'est la porte d'entrée pour jouer avec le Bagad. Et puis depuis quelques années, on met l'accent nous sur la formation aussi des jeunes. Donc dans notre local, notre association va dispenser des cours de bombarde, de cornemuse et de caisse claire, les principaux instruments du Bagad. D'accord. Quel est votre univers musical, à l'une et à l'autre ? C'est de la musique traditionnelle bretonne ? Déjà, avant tout, l'identité, c'est de la musique traditionnelle bretonne. Mais c'est vrai qu'on a la chance au Bagad Saint-Nazaire d'avoir une identité musicale assez riche, avec beaucoup d'influences. Le Bagad a fait beaucoup de voyages, New York, Shanghai. Et il y a quelques années, il y a eu le festival des escales à Saint-Nazaire où le Bagad a pu jouer avec les Gnawak d'Agadir, qui sont des musiciens traditionnels marocains. Donc, puis ça peut se transparaître avec les divers CD, donc embarquement, QM2, qui font ressortir ça. Alors on vous voit là jouer, c'est très joli. Vous avez fait le choix d'une année sabbatique lors de la saison 2017-2018, notamment pour renouveler votre image. Alors c'est très intéressant, et ça passe selon vous par un nouveau costume, un nouveau gilet. Et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs ce matin, parce que vous soumettez ce projet sur la plateforme de financement participatif Kengo. Vous pouvez nous le présenter, ce nouveau gilet qui va tout changer. Alors déjà, oui, il faut savoir que nos gilets qu'on porte sur la vidéo, là, c'est vrai qu'ils sont assez vieillissants. Et puis ils sont jolis quand même. Hein. Ah oui. Mais justement, ça participe, en fait, nous, ça nous identifie, donc, que ce soit dans les prestations ou dans les concours. Donc on a voulu vraiment les changer pour que ça colle à notre nouvelle identité. Vous voulez un vent nouveau. Oui, voilà. Donc on a travaillé du coup avec une couturière de Saint-Nazaire. Ça nous tenait à cœur aussi d'avoir des personnes locales. Donc Nathalie Sauvion de Douceur des Heures. Et elle nous a fait un super travail. Enfin, on a pu partager pour la création du gilet. On l'a reconstruit complètement avec une forme qui va plutôt rappeler le pont de Saint-Nazaire, notre identité industrielle. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être un peu plus de modernité, donc ça nous convient bien. Pourquoi vous faites appel au financement participatif justement pour ce projet-là ? Parce que c'est on imagine que c'est un sacré investissement quand même. Ouais. En fait, cette année, du coup, pendant l'année sabbatique, le Bagad a pu justement acquérir un nouveau local pour que toute l'association puisse se retrouver dedans. Donc c'est un sacré investissement justement. Et donc là, on demande 6 000 € avec la plateforme Kengo. Ça couvre en fait globalement la moitié de notre budget des gilets, donc des costumes. Et puis ça nous permettra donc de rémunérer bien sûr la couturière, sa création et puis donc les tissus. On veut faire ça aussi au long terme pour qu'on puisse réutiliser ensuite les tissus et peut-être refaire d'autres gilets si l'association vient évoluer, quoi. Alors justement, on va voir un petit peu ce gilet. Alors là, c'est les dessins de la créatrice dont vous parliez tout à l'heure, Nathalie Sauvion.
créatrice en confection personnalisée. C'est Douceur des heures. Oui, c'est ça. Le nom de sa structure. Alors, racontez-nous, commentez-nous un petit peu cette image, si vous avez envie. Alors ça, du coup, c'était les premiers croquis, donc ça a un petit peu évolué. Mais globalement, déjà, nous, on a des gilets en velours, c'est un peu vieillissant, donc on est parti sur un tissu en drap de laine, un petit peu plus léger, plus moderne. Au niveau des couleurs, on est resté sur nos gilets actuels aussi, du noir et du rouge. Le rouge un peu plus vif, encore pour un peu de modernité. Et puis cette courbe, donc, c'est celle dont je vous parlais par rapport au pont de Saint-Nazaire. Ouais. C'est quelque chose qu'on a... C'est vrai que dans les gilets, on va retrouver pas mal de choses traditionnelles dans le milieu des bagades. Et puis là, ce sera notre gilet à nous, quoi. Personne ne l'aura et puis ça nous convient bien. Écoutez, on souhaite que ce projet arrive au bout. Alors en plus, c'est vrai que c'est vraiment un tournant pour l'association parce que vous avez aussi acquis votre propre local. Vous êtes devenu propriétaire de votre local. Oui. Ça bouge chez vous. C'est un sacré investissement, ça demandait beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est un super endroit, ça permet d'accueillir tout le monde. Il y a une super grande salle et c'est vraiment pour pouvoir rassembler tous les membres de l'association. Et voilà. Parce qu'ensemble, c'est mieux. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est bon. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter ce beau projet qu'on retrouve donc sur la plateforme kengo.bzh. On a jusqu'à quand pour participer? Alors, nous, on va présenter les gilets le 7 avril pour notre premier concours de la saison. Il reste 25 jours, il me semble. C'est ça. Voilà. Bon, alors 25 jours pour participer. Allez. Merci à toutes les deux. Catherine. Bon courage à la couturière parce que j'ai compté 14 boutons par gilet. Pour qui sait faire des pattes de boutonnage et des boutonnières, on sait que c'est quand même du boulot et ça va être fait localement en plus, donc pas mal du tout. C'est chic. Moi aussi, j'aurais besoin d'argent pour refaire ma garde-robe, donc n'hésitez pas à aller sur Kengo pour participer. Ça fera du bien à tout le monde. Et vous voudrez aussi le pont de Saint-Nazaire dessiner? Ah oui, ouais. Et puis peut-être une galette saucisse, peut-être. Oui. On va peut-être essayer de dessiner. Le petit appliqué galette saucisse avec la galette comme ça en drapé. Je vais contacter votre couturière. Vous verrez, vous aurez un succès fou à la gare de Rennes le matin. Une veste de gritteurs. Ah, top. Nickel. Alors, je ne sais pas si les gritteurs ont des vestes aussi jolies que celles que s'apprêtait à avoir Catherine, mais en tout cas, ils ont des valeurs qu'ils partagent. Aurore, vous allez nous le confirmer. On a parlé de la gratuité. Il n'y a pas que ça. Les gritteurs s'engagent à respecter une charte. Quels en sont les principes fondamentaux? Racontez-nous ça un petit peu. Donc, effectivement, les gritteurs se fédèrent autour de valeurs communes qui sont reprises dans cette charte nationale de la Fédération France Gritters, donc à laquelle adhère chaque antenne et chaque gritters, mais on y retrouve des valeurs fortes d'accueil de toutes les populations, sans aucune discrimination, exactement, d'accessibilité pour tous, donc, comme on le disait, de gratuité, de bénévolat, de spontanéité, de convivialité, de simplicité. Et en fait, de manière générale, des valeurs qui s'inscrivent aussi dans le développement d'un tourisme plus durable. Et des groupes jusqu'à 6 personnes. Voilà, on limite à 6 personnes pour bien sûr pouvoir accepter les rencontres avec une famille, mais aussi conserver la qualité de l'échange. Vraiment un échange en proximité, on va dire, un enrichissement mutuel. Exactement. Alors, écoutez, je vous propose qu'on fasse la connaissance d'une gritteur. Elle s'appelle Monique et c'est Billy qui est allée à sa rencontre. Vous allez voir. Bonjour Monique. Bonjour Billy. Ça va bien? Fraîchement. Ah ouais, il fait frais ce matin. Nous sommes là à Rennes. Alors, on est venu découvrir votre passion. C'est d'être gritteur. C'est ça? Alors, c'est une de mes passions, tout à fait. Et donc, gritteur, c'est quoi? Alors, gritteur, c'est une personne de la ville qui propose à des touristes de la ville ou d'ailleurs de découvrir le patrimoine, les secrets, les bons coins, de façon à comprendre et appréhender un peu mieux l'espace dans lequel ils sont. Donc de mieux connaître la ville qu'on vient visiter. Oui, tout Alors, à tu es fait. gritteur depuis combien de temps? 2 ans. Depuis 2 ans. Ah oui, donc là, on commence vraiment à maîtriser un petit peu le sujet, quoi. Tu peux. Comment on devient gritteur? Alors, comment est-ce qu'on vient dire? Alors, il faut avoir de la passion de sa ville, D'accord. l'envie de la partager, Ok. un peu de temps et aimer marcher. Parce que quand on est gritteur, on marche beaucoup. On fait des petites balades comme On ça. fait des belles balades. Alors moi, je suis gritteur. Non, je suis touriste, j'arrive là. Je fais comment pour vous contacter? Il y a une page Facebook? Alors, il existe effectivement un service internet qui permet de repérer les gritteurs partout dans le monde. Ok. Et donc, à Rennes, de rentrer en contact avec un des 15 gritteurs de la ville, prendre rendez-vous avec lui et puis organiser la visite.
Ah donc la visite, donc la petite balade là qu'on fait comme ça sur Rennes. Qu'est-ce qu'on va aller visiter? Les petits magasins, les petits plans qu'on aime bien, les petits... Alors, pour ce qui me concerne, les gens, donc on s'adapte à la demande, hein, et les gens me demandent plutôt avoir une meilleure connaissance de l'histoire, de l'architecture. Bon, ce qui n'oublie pas évidemment les bons plans, les bons restos et puis quelques bonnes adresses. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que quand on vient là dans la petite ville, on sait que la personne va savoir le petit restaurant qu'il faut aller, pas celui qu'il faut se faire avoir et tout ça. Absolument, les boutiques, quand on fait des visites avec des filles, oui, les boutiques évidemment. C'est ça, entre filles, là, du coup, ça permet d'avoir les bons petits plans, quoi. Tout à fait. Et alors, du coup, quand tu vas comme ça à l'étranger, tu utilises aussi ce service-là? Alors, on l'a utilisé une seule fois pour l'instant. En fait, le gritteur est assez rare. D'accord. Enfin, en France, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, on l'a utilisé une seule fois à Poitiers. Et donc maintenant, si tu as envie de faire des émules, tu dis qu'est-ce qui te donne vraiment envie? Quel est le partage là, que tu vas avoir avec ces gens-là? Mais je pense qu'il faut avoir envie de partager sa ville. Il faut aimer rencontrer des gens, passer du temps avec eux. Et puis, il faut avoir envie de donner. Eh ben voilà, donc ensemble, c'est toujours beaucoup mieux. Ça, nous, on l'a bien compris. Bon, écoute, Monique, nous, on va continuer la petite balade et puis on va vous laisser tous ensemble. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Merci Billy, merci Monique. Avoir envie de donner, c'est finalement ça la clé? Oui, tout à fait. Il faut beaucoup de générosité et puis avoir envie d'être dans la rencontre humaine Alors, le docteur Marie Coste nous a rejoint, elle est à vos côtés. Avoir envie de donner, c'est quelque chose que vous faites également au quotidien. On l'évoquera avec vous tout à l'heure. Concernant la télémédecine, vous restez avec nous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, vous, des gritteurs? Eh bien, non plus. Non, non plus, jamais. Vous n'avez jamais entendu. Et bien justement, alors on va tout savoir. Quel est le profil type aujourd'hui d'un gritteur, finalement? Alors, je trouve que Monique représentait bien effectivement une personne, comme on le disait, qui est d'une nature plutôt généreuse, d'une nature plutôt curieuse aussi, généralement des personnes qui ont envie qui ont voyagé, qui sont ouverts sur le monde. Mais en fait, c'est accessible à tout le monde, comme c'était expliqué au début. En fait, à partir du moment où on aime sa ville, on a envie de la partager, on est prêt à donner un peu de son temps bénévolement, eh bien, on peut rejoindre une antenne Gritters. Alors, comment on fait très concrètement? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Est-ce qu'on se rapproche d'un réseau? On envoie une candidature? On fait comment? La première chose à faire, effectivement, c'est de se renseigner si sur sa ville, il existe déjà une antenne Gritters. Si c'est le cas, ça peut être soit sous forme d'association, donc dans ces cas-là, c'est se rapprocher du président de l'association ou du conseil d'administration, ou alors, si c'est l'office de tourisme donc, qui porte le projet, c'est bien de se rapprocher d'eux également, et puis de proposer, de rejoindre. Alors, c'est une sorte de petite candidature, mais ça reste malgré tout informel quand même. Après, c'est là encore, on est dans l'échange pour proposer à la personne de nous rejoindre. Et on rappelle encore une fois qu'on n'est pas en concurrence avec les guides conférenciers. Non, effectivement, mais c'est le cas chez nous. D'ailleurs, en fait, on a, au sein de l'Office de tourisme La Baule Presqu'île de Guérande, on a à la fois la chance d'avoir un réseau de 10 gritters volontaires, motivés, mais on a aussi un service médiation des patrimoines de qualité, avec des guides conférenciers tout aussi passionnés que passionnants. Et en fait, on a un potentiel aujourd'hui pour pouvoir justement mettre en place des actions complémentaires. Et nos gritters sont invités à suivre nos visites guidées, ils en deviennent de véritables prescripteurs. Et à l'inverse, les guides peuvent voir en des gritters des habitants qui sont riches de témoignages, de partages, de vécus pour enrichir les visites guidées. Ben, merci beaucoup, Aurore, d'être venue nous expliquer un petit peu ce que c'était que les gritteurs. Ça nous a tous donné envie, finalement, de... La première, c'est Catherine, d'ailleurs, on a bien compris. D'aller à Poitiers aussi, comme Monique, voir des gritteurs. Non, mais puis les gritteurs peuvent se rencontrer entre eux, j'imagine, pour... des rencontres de gritteurs. Oui, alors à chacun après, effectivement, au niveau de chaque antenne, chacun coordonne et puis propose des rencontres, anime son réseau, en fait, comme il le souhaite. Mais oui, c'est toujours, à mon avis, une très bonne chose que de faire en sorte que les gritteurs se rencontrent. Et d'ailleurs, on a nous aussi une convention nationale qui se déroule au mois de juin, qui permet de fédérer aussi le réseau national. Et ben voilà. Merci beaucoup à toutes. On a appris pas mal de choses. Docteur Marie Coste, maintenant on se tourne vers vous. Vous êtes médecin gériatre dans le service de gériatrie du CHU de Rennes. Vous êtes responsable de la coordination des projets de télémédecine en gériatrie. Alors la télémédecine, c'est un sujet qui nous a passionnés ici, là, nous, l'équipe d'Ensemble c'est mieux. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas. D'abord, on va vous demander qu'est-ce que c'est que la télémédecine? Qu'est-ce qu'on entend par là précisément? Alors, la télémédecine, ça signifie littéralement la médecine à distance.
Donc, en fait, c'est tout ce qui regroupe les technologies, les applications qui permettent une pratique à distance. Donc, c'est-à-dire établir des diagnostics ou bien mettre en œuvre des thérapeutiques ou encore suivre ou faire la surveillance de traitement. Alors, on a ou du la mal à coordination imaginer que des ça soins. puisse se faire à distance, parce que la médecine, c'est quand même quelque chose de proximité. On est avec le patient. Ça paraît assez mystérieux, en fait. Alors, en fait, la télémédecine, elle est assez diverse. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique, elle a été inscrite dans la loi en France pour la première fois en 2004. Puis ensuite, un texte important en 2010 qui a décrit les différents actes de télémédecine. Donc, c'est ça que je vais expliquer. Elle est diverse et variée. Donc, l'acte un petit peu emblématique en télémédecine, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation, où vous allez avoir un écran, un médecin expert d'un côté, le patient de l'autre, et puis on va faire la consultation comme ça, comme si on utilisait Skype ou d'autres types de visioconférences. Mais la télémédecine, il y a d'autres composantes. Donc vous avez aussi ce qu'on appelle la téléexpertise, où un confrère va adresser des pièces d'un dossier médical à un collègue, et puis le médecin va rendre un avis d'expertise. Je pense à des plaies ou en dermatologie ou des choses comme ça, ou en radiologie, où il va y avoir un radiologue qui interprète à distance. Il y a aussi ce qu'on appelle la télésurveillance. Donc là, c'est un champ qui va arriver avec tous les objets connectés. Par exemple, dans les maladies chroniques, on va penser au diabète, où vous avez un monitoring de la glycémie avec un lecteur connecté. Eh bien, on va pouvoir, à distance, analyser les glycémies du patient. Enfin, vous avez un quatrième acte qui s'appelle la téléassistance. Donc, qui permet à un professionnel d'en assister un autre à distance. Par exemple, une infirmière qui va être face à une plaie qui est très complexe, avec un pansement complexe à faire, va pouvoir être assistée par un médecin, par une infirmière experte à distance, et puis réaliser le pansement avec les conseils d'un collègue. Voilà. Et puis enfin, le dernier acte qui est inscrit dans la loi, c'est ce qu'on appelle la régulation médicale, qui existe déjà souvent par les centres 15 depuis longtemps. Mais la loi continue d'évoluer, pardon. Le législateur accompagne toutes ces évolutions. Et depuis septembre 2018, la téléconsultation fait désormais partie et est intégrée dans le droit commun. Donc tous les praticiens pourraient faire de la téléconsultation avec un remboursement en assurance maladie sous certaines conditions. Mais voilà, les choses avancent et la téléexpertise aussi rentre dans le droit commun aujourd'hui. Alors, il peut y avoir des freins à cette évolution de la médecine. Ça ne peut pas remplacer le face-à-face, mais ça fait aujourd'hui partie de l'offre de soins. Voilà. Effectivement, je pense que c'est dans les évolutions à venir. Il faut démystifier, je pense, un peu la télémédecine. On va pas, elle n'est pas là pour remplacer tout ce qui se fait. Et puis, c'est pas quelque chose qui va mettre de côté, effectivement, la consultation présentielle où on a besoin de se rencontrer, de se parler. Mais ça a tout un tas d'atouts, évidemment, cette télémédecine. Alors, si vous le voulez bien, Dr Coste, on va voir un exemple. En cancérologie, la télémédecine, par exemple, permet de limiter le trajet des patients pour mesurer le suivi du traitement. Alors, on va tout de suite quand même voir un exemple de télémédecine. Ça se passe à Belle-Île. Je vous propose de regarder ce reportage. Le jour se lève sur Quiberon, quand part le premier bateau pour Belle-Île en mer. Christophe Carvazo fait l'aller-retour 2 fois par semaine. On est tous partis encore aujourd'hui. 45 minutes de traversée pour aller faire les radios et les échographies à l'hôpital de Belle-Île. Pourtant, Christophe Carvazo n'est pas radiologue. Je suis le manipulateur radio. Donc je travaille en lien avec un médecin radiologue. C'est un binôme en fait. À Belle-Île, 5000 habitants à l'année, on trouve des médecins généralistes, un hôpital avec des vacations de spécialistes, mais pas de radiologue. Le radiologue libéral qui venait à l'hôpital a pris sa retraite dans le Var, ici aux Issambres. Mais une semi-retraite, puisqu'il a aménagé le sous-sol de sa maison en cabinet de radiologie. Donc ça, c'est la partie téléimagerie. Et puis ici, nous avons, alors je vais me connecter. Le docteur Benoît peut continuer à travailler à distance grâce à ce système de téléradiologie et télééchographie. Je peux aussi agir sur la caméra de Belle-Île
Oui, Christophe, écoute, je suis prêt, là, je suis tout connecté. Alors je cale les caméras un peu. Ouais, Les deux hommes communiquent en visioconférence. Dernier réglage. Donc c'est bon, on est bien réglé pour la vidéo. Moi je vous vois bien. Et test du robot d'échographie. Ça va bouger à 1250 km, le bras là-bas. Je pense que c'est impeccable, ça y est, voilà. Ok. Je fais exactement les mêmes mouvements, latéraux. Vous voyez, vous pouvez regarder ou de oblique, où je fais pivoter la sonde, etc. Le docteur Benoît est un des pionniers dans le développement de la téléimagerie. La première raison, c'est la difficulté d'avoir des médecins radiologues sur place. On ne peut pas avoir un radiologue, malheureusement, un à Belle-Île, un à Quiberon, etc. Donc il était intéressant pour nous de centraliser en quelque sorte, et puis de là est venue l'idée de développer la télééchographie. Allez, en piste. Ce retraité de Belle-Île a besoin d'une échographie abdominale. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez si c'est trop fort, si j'appuie trop fort ou pas, et puis j'adapte, hein, d'accord ? Christophe Carvazo positionne le bras robotisé et la sonde d'échographie est manipulée par le radiologue. Alors voilà, je suis sur le rein. Très bien, Christophe, tu me prends cette photo, voilà. Hop, là, je prends leur mesure. Hein. Ok, t'en reviens un petit peu en arrière. Christophe, voilà, je l'ai pas mal, hein. Monsieur Guillaume. Oui. Je n'ai rien vu d'inquiétant. Bon, bonne chose. Bon, j'ai signalé sur le rein gauche un petit kyste, mais c'est un kyste bénin. Oui. Vous l'oubliez, hein, ça n'est pas une tumeur. Merci à vous. Attendez, j'enlève juste le petit papier. Première impression côté patient. C'est pareil, c'est systématique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pas de différence, sauf que Christian Guillaume et sa femme n'ont pas eu besoin d'aller sur le continent pour faire cet examen. C'est plus vite que de faire l'aller-retour. Parce que sinon, c'est ça ce qu'il faut que vous fassiez. Ah ben oui, hein, 3 quarts d'heure aller, 1 heure déjà jusqu'à Vannes. Bon bah ça prend presque la journée quoi. Hop. Du temps et de l'argent économisés pour les patients. Ils payent le tarif habituel au cabinet du docteur Benoît. Le radiologue envoie ses comptes rendus via un réseau sécurisé. Moins d'une demi-heure après l'examen, le docteur Stéphane Pinard peut consulter les résultats de l'échographie de son patient. Oui, un patient qui était hospitalisé hier. Plutôt que de l'envoyer sur le continent aujourd'hui, on a la possibilité de faire une télééchographie dès ce matin. Ça fait avancer en fait la gestion du dossier patient. Vous êtes reçu à cet examen-là ? Oh, c'est chouette. Je redouble pas. Alors. Mais docteur, merci. Et Christian Guillaume peut rentrer chez lui. Oui, sans problème. Merci. Au retour. Depuis son ouverture, il y a un peu plus de 2 ans, le service de télééchographie de Belle-Île a évité bien des allers-retours en bateau. Il a accueilli plus de 1200 patients en 2016 et 2017. Un reportage impressionnant. C'est vrai que c'est fou de pouvoir établir comme ça un diagnostic à distance. Alors vous, dans votre pratique hospitalière en gériatrie au CHU de Rennes, comment vous appliquez la télémédecine concrètement ? Alors nous, on a démarré en gériatrie depuis 2014 dans le service donc, du professeur Somme, où on propose à nos partenaires, donc des hôpitaux de proximité, des téléconsultations pour les résidents d'EHPAD, donc de maisons de retraite, où en fait on va proposer des consultations de gériatrie. On a démarré avec la gériatrie, puis on augmente un peu notre périmètre en dermatologie, en chirurgie vasculaire, voilà, sur des plaies complexes et chroniques. Et puis vont arriver d'autres spécialités. On va essayer d'augmenter le périmètre, avec pour objectif donc de pouvoir connecter, entre guillemets, tous les établissements du bassin rennais. Quels sont les avantages très concrètement ? On limite les trajets déjà, fatigants, ça c'est une première chose évidemment. Voilà, comme on le voyait dans le reportage, ça pour le résident c'est un grand plus, hein, la fatigue inhérente au trajet, on l'amende. Hein. Et mais puis, ce ne sont pas les seuls avantages. Il y a également... Pas que les avantages, effectivement. Déjà, pour le médecin spécialiste, gros avantage, on a une discussion possible avec l'équipe soignante. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Donc il y a plus d'échanges. Beaucoup plus d'échanges, finalement. Et pour le personnel aussi de la maison de retraite, les soignants, ils vont augmenter en compétences, finalement. Parce qu'il y a une part de formation dans ces téléconsultations où on va discuter avec le médecin téléconsultant et l'équipe se trouve renforcée dans leurs compétences, dans leur
connaissances. Et puis, il y a une espèce de rupture d'isolement aussi, c'est-à-dire qu'on a accès comme ça aux soins spécialisés, parce qu'il peut y avoir une forme de renoncement aux soins dans ces établissements. Alors que là, on ramène du soin au cœur de l'établissement. Au cœur de l'établissement. La télémédecine, elle est assez récente. Où est-ce que la pratique est ancienne et elle a évolué avec le temps? On se pose la question finalement là quand on voit comment ça se passe. Alors oui, la télémédecine finalement, elle évolue avec les évolutions technologiques. Et pour faire un petit peu d'histoire, en 1726, c'est là où on a retrouvé les premiers courriers où un médecin décrivait un traitement. Et c'est rigolo, c'est un peu la télémédecine de l'ère pré-numérique, on va dire. Comme quoi. Merci beaucoup, Dr Coste, d'être venu nous expliquer les méandres de la télémédecine, mais ça nous a vraiment passionnés. Vous saviez tout ça, vous, Catherine? Non, mais je remarque surtout l'avantage majeur, c'est quand même pour le spécialiste de pouvoir rester dorer la pilule dans le Var, tout en soignant les gens en Bretagne. Et si on a des enfants, par exemple, qui sont collés devant les jeux vidéo, qui aiment la robotique, le gaming, comme on dit maintenant, on peut lui dire, tu as un avenir dans la radiologie, toi aussi tu pourras manipuler avec un joystick des choses à distance, sauver des vies, etc. Donc il y a un avenir pour vos enfants gamers. Allez, merci beaucoup Aurore, merci Dr Coste, merci Nolwenn. On parlait tout à l'heure de patrimoine vivant avec le Bagad de Saint-Nazaire. Et bien direction maintenant Saint-Brieuc où nous allons faire un zoom sur une entreprise bien connue qui fait presque partie elle aussi du patrimoine à sa façon. Les pinceaux Raphaël, c'est un reportage signé Fabrice Leroy et Nathalie Rossignol. Labellisée entreprise du patrimoine vivant, les ateliers des pinceaux Léonard ont l'habitude de recevoir du public pour montrer leur savoir-faire dans le monde des beaux-arts et de la cosmétique. Aujourd'hui, c'est la patronne qui nous fait la visite. D'accord, parce que comme on sait que le client va nous repasser une commande qui là va être 10 fois plus grosse. Ouais. Implantée depuis 1866 à Saint-Brieuc, la société perpétue une longue tradition. À la fois une grande diversité de pinceaux, de produits, des petites séries fabriquées très rapidement, soit sur catalogue, un catalogue déjà 3000 références, donc très diversifié, et puis également personnalisé. Stéphanie Bullier représente la 7e génération à la tête de cette entreprise familiale. Après un premier mariage raté avec le groupe lyonnais Médicos l'an dernier, elle a finalement décidé de se rapprocher de son voisin briochin et néanmoins concurrent, Max Soher. C'est difficile d'imaginer s'allier avec son concurrent historique. C'est difficile de l'imaginer. Et finalement, une fois que c'est fait, on se dit comment on n'y a pas pensé plus tôt. Une nouvelle union manifestement heureuse avec un groupe lui aussi familial, installé depuis 1925 à Saint-Brieuc et qui possède déjà les marques de pinceaux Raphaël et Isabey. Avec un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à Léonard Bullier, Soher s'est diversifié en rachetant les couleurs Sennelier, c'était en 1994. Avant cela, il avait également ouvert dès 1976 un atelier à l'île Maurice pour faire face à la concurrence asiatique. Ce mariage permet de conforter sa position et celle de son nouveau partenaire. Je pense qu'on est maintenant les deux derniers fabricants français de pinceaux. Donc il ne faut pas voir ça comme, pas rester sur le côté défensif, il faut voir le côté offensif. Ça va nous permettre effectivement d'aller, en étant plus forts l'un avec l'autre, d'aller sur des marchés étrangers, de conserver et de consolider notre marché français, mais aussi d'aller sur des marchés étrangers pour développer nos gammes face à des concurrents qui sont effectivement le plus souvent asiatiques. Aujourd'hui, 25 personnes travaillent chez Léonard, 150 chez Soher, auxquels s'ajoutent les 500 de l'île Maurice. En les réunissant sous la même bannière, il y a de quoi faire, ou plutôt refaire de Saint-Brieuc, une capitale française du pinceau. Voilà, après un zoom sur cette belle entreprise, nous allons parler de santé au travail. Éric Raspail et le docteur Emmanuel Cadic-Gauthier nous ont rejoints, ainsi que Bruno Tando de Marsac pour nous parler de la LPO tout à l'heure, un peu plus tard. Aujourd'hui, donc, je le disais, 12 mars, les services de santé au travail interentreprises organisent dans toute la France et évidemment chez nous en Bretagne une journée inédite, une journée de prévention en entreprise. Éric Raspail, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'AST 35, l'association santé-travail du pays de Rennes-Vitré. Vous êtes l'un des 10 services, on va dire ça comme ça, de santé-travail mobilisés en Bretagne pour cette journée spéciale ? Tout à fait. Donc je suis là en tant que directeur, mais surtout pour représenter tous les services. Voilà. Il y a 10 services en Bretagne. 10 services, exactement. Donc pour la première fois, nous faisons une action commune, parce qu'ensemble, c'est mieux. Donc les 10 services travaillent ensemble de façon à accompagner les entreprises et les salariés s'agissant de la santé au travail. D'accord. Alors c'est un sujet extrêmement important. On va peut-être commencer par quelques chiffres pour poser un peu le cadre. Dans notre région, la prévention en santé-travail, ça représente quoi ? Combien de personnes mobilisées ?
Alors sur la région, si nous prenons donc les 10 services, c'est assez facile à retenir, c'est des chiffres 7. Ah, c'est bien. Donc nous suivons plus de 70 000 entreprises. C'est énorme. Ça représente plus de 700 000 salariés et nous avons plus de 700 collaborateurs. Dans les collaborateurs, il y a bien sûr les médecins du travail, bien connus, pas loin de 190 professionnels. Ouais. Mais moins connus depuis plusieurs années. Nous avons aux côtés du médecin, nous avons des infirmiers en santé au travail, et puis nous avons des préventeurs qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc nous avons des ergonomes, des ingénieurs, des techniciens, des toxicologues, des ingénieurs qui sont là pour accompagner l'entreprise, quelle que soit la problématique de prévention. Alors on voit là la diversité effectivement des formes d'intervention. Quels sont les enjeux aujourd'hui, on a envie de vous demander, de la santé au travail? Ce sont des enjeux extrêmement importants. Les enjeux ne sont pas nouveaux, mais nous avons 2 enjeux majeurs qui apparaissent depuis quelques années et qui font la une des médias de manière régulière. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays occidentaux. 2 grands enjeux. Premier enjeu, c'est le vieillissement de la population. Nous vieillissons. La population vieillit et donc la population active vieillit également. Donc ça conduit les pouvoirs publics dans tous les pays occidentaux à décaler l'âge de la retraite, des réformes successives, ce qui veut dire que les salariés doivent rester au travail plus longtemps. Ouais. Donc c'est le maintien dans l'emploi. Le maintien d'emploi et éviter la désinsertion professionnelle. Donc une de nos missions principales, c'est d'accompagner les salariés dans cette action de maintien dans l'emploi. Et effectivement, on se faisait la remarque l'année dernière en faisant le constat de salariés âgés de plus de 80 ans. Aujourd'hui, on voit des salariés d'un certain âge qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ah oui, donc ça, c'est le premier enjeu. Ouais. Le deuxième enjeu, les médias en parlent pas mal également, c'est la qualité de la vie au travail. Et là, quel est l'enjeu? Il est extrêmement simple. Les salariés aujourd'hui, les nouveaux salariés, mes enfants, viennent travailler pas seulement pour un salaire. Ils viennent travailler parce qu'ils ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font et ils ont besoin d'être bien dans l'ambiance de travail. Et là, il y a tout un enjeu important pour les entreprises. Si elles veulent capter des compétences et si elles veulent les garder, il faut qu'elles travaillent ce volet qu'est le travail. Et nous sommes là aussi également là, nous, pour les accompagner. Alors, je vais également m'adresser à vous, docteur Emmanuel Cadic-Gauthier. Les troubles musculo-squelettiques, aujourd'hui, ils représentent la première cause de maladie professionnelle en France, à l'origine évidemment d'un fort absentéisme en entreprise. Quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux salariés pour prévenir les maladies professionnelles ? Alors c'est vrai qu'on... De quelle façon vous intervenez ? De quelle façon on intervient ? Alors ça dépend si on intervient, on va dire, en amont. C'est-à-dire avant qu'apparaissent les troubles musculo-squelettiques, ce qui dans notre métier est quand même, on préfère en tout cas intervenir avant, ou soit on intervient après. On intervient avant, par exemple, dans l'aide qu'on peut apporter aux entreprises, par exemple un déménagement. Comment est-ce qu'on va les aider dans les conceptions des espaces de travail pour justement éviter le geste répétitif, la posture contraignante, avec les nouvelles technologies, c'est vrai en plus actuellement quand on pense... il y a beaucoup de sociétés d'informatique sur le bassin rennais. C'est très bien, on voit les gens avec leur petit ordinateur portable et tout, mais en fait, moi, je grogne, on va dire, à chaque fois, et je donne toujours les mêmes conseils, à savoir l'adaptation et l'ergonomique du poste de travail. C'est effectivement avoir un réhausseur de portable pour que l'écran soit à la bonne hauteur, avec un clavier déporté. Donc, c'est effectivement aider les entreprises dans les conceptions. Il y a une co-construction, ça c'est assez nouveau, c'est une démarche participative. Exactement. Vous intervenez dans l'entreprise, mais vous avez aussi des retours des salariés. Bien sûr, puisqu'on les voit, nous on les suit, on les voit du coup à leur début de contrat. Donc là où effectivement on a une action de prévention où on les informe sur les risques professionnels. Et puis après, c'est le suivi. Et c'est le suivi et du salarié et le suivi de l'entreprise, parce qu'on va dans les entreprises. Après, effectivement, quand on voit, on va dire en prévention secondaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient voir parce qu'il a un problème de trouble musculo-squelettique, on va aller faire une adaptation de son poste de travail, on va étudier le poste de travail, donc on va essayer de faire une adaptation ergonomique de son poste de travail, mais il n'y a pas que l'ergonomie pure, pas que le poste en lui-même, il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire notamment l'organisation du travail, parce qu'on sait qu'il y a un impact important des organisations sur les troubles musculo-squelettiques. D'accord. Alors on voit, c'est une co-construction de plus en plus, effectivement, dans les entreprises. On en parlerait pendant des heures. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai envie de vous demander juste très rapidement, tous les services, les 10 services santé-travail de Bretagne sont donc mobilisés aujourd'hui. Tout à fait. Ça se passe dans les entreprises, il y a des conférences, des ateliers. Ça se passe dans nos centres, dans tous nos centres. Donc ça se passe partout en Bretagne.
Il suffit donc d'aller sur Internet pour voir quel est le centre le plus proche. Et puis, je ne sais pas si la caméra le montre. En fait, tous les points, ce sont nos points d'accueil. Alors, tous nos points ne sont pas ouverts au public employeur ou salarié aujourd'hui, mais beaucoup des points principaux sont ouverts. Donc, il suffit d'aller sur Internet et de se présenter, sachant qu'il y a des ateliers sur des thématiques. Là, vous parliez des TMS, ça peut être aussi les risques psychosociaux, d'autres thèmes. Quel est le site alors, dites-nous, le site internet? Pour l'AST, il faut faire ast35.fr, c'est très simple. Et puis, il y a des conférences sur des thématiques. Là, sur Rennes, on fait une conférence sur l'aide à l'évaluation des risques pour nos employeurs. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va prendre soin de nous au travail également. Et on a bien compris, l'enjeu c'est également d'être bien dans son travail. Et c'est pas juste un salaire, c'est le bien-être de chacun. Il faudrait trouver un autre nom aussi à travail. S'il y a des gens qui peuvent rechercher ça, parce que travail, on le sait, non, ça vient du latin trépalium. C'était un instrument de torture sur lequel on attachait la personne jusqu'à son trépas. Donc on peut brainstormer aussi pour se dire, ah tiens, on va peut-être changer les modalités en même temps que le mot travail. Mais du moment qu'il y a des chouquettes, nous on va dire la santé dans la vie active. Voilà, la vie active. Ça, c'est bien. La vie active. Ils sont forts. Alors, lui ne considère pas comme un travail ce qu'il fait, parce qu'il est bénévole. On va tout de suite se tourner vers Bruno Tandeau de Marsac. Bonjour Bruno, vous êtes vice-président de la LPO Bretagne et vous êtes également coordinateur des refuges LPO du Morbihan. On avait envie de vous demander d'abord, qu'est-ce qu'un refuge LPO? Parce qu'on a tous une idée, mais il faut qu'on clarifie bien les choses. Alors, il y a une définition très simple. C'est un jardin public ou privé dont le gestionnaire ou le propriétaire s'engage à respecter une charte de gestion, disons, écologique. Donc en fait, on rejoint ce que vient de dire monsieur, la santé au travail, et ça peut passer aussi par un refuge dans l'entreprise. Ah oui, parce qu'en Tout fait, simplement. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme n'importe qui peut accueillir presque un refuge LPO sur son terrain? Dites-nous tout. Tous les gens de bonne volonté, on va dire. N'importe qui, on va peut-être quand même limiter. Certains choix seront quand même un peu difficiles. Certaines entreprises ne s'y prêtent pas vraiment, mais beaucoup d'entreprises peuvent le faire, bien sûr. Alors, dans la charte... Et pas seulement les entreprises. Bien sûr. Les collectivités locales également. Les collectivités Alors justement, locales, il y a un mouvement là actuellement qui prend de l'importance. Il y a des communes comme Locminé, Vannes, Carnac ou Séné qui ont décidé de labelliser une partie de leur terrain refuge LPO. Oui. Ça signifie quoi concrètement? Qu'elles s'engagent par exemple à favoriser le développement de la biodiversité, à ne pas utiliser de pesticides Entre autres, puisque ça fait partie de la charte. En fait, les particuliers, les établissements à but pédagogique, les collectivités et les entreprises peuvent devenir refuges. Tous doivent respecter la même charte qui dit qu'on n'utilise pas de pesticides, qu'on a un comportement éco-citoyen, qu'on va favoriser la biodiversité sur le terrain, et puis aussi qu'on ne va pas chasser sur le terrain qui est désigné. Ça, c'est un peu J'ai bien précisé, évident. sur le terrain désigné. Voilà. Alors, on s'attache beaucoup aux oiseaux, parce que dans les années 90, Alain Bougrain-Dubourg a beaucoup fait pour ça. Mais c'est pas que les oiseaux, en fait. C'est ça qui... Non, la Ligue pour la protection des oiseaux s'occupe de l'ensemble de l'environnement. Ouais, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que s'occuper des oiseaux sans se préoccuper de leur environnement, ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, la LPO s'est intéressée depuis très longtemps, puisque le programme Refuge a été initié en 1921. D'accord. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Il a été simplement fortement relancé grâce à Alain Bougrain-Dubourg qui l'a demandé en 1997. Il a été redéveloppé encore sous différents axes en 2009. Et donc maintenant, il est vraiment en train de se développer de façon importante. Et alors, évidemment, on peut adhérer en tant que particulier. Les adresses vont s'afficher sur notre écran. Et puis là, vous poussez encore plus loin la dynamique de réseau, puisque les 4 associations départementales de Bretagne se sont réunies tout à fait dernièrement, là, le 16 février dernier. 16 février, oui. Voilà. Le 16 février dernier, vous allez créer une LPO, une entité bretonne. Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, elle vient en partie des refuges. C'est-à-dire qu'auparavant, nous étions en groupe dépendant de la LPO France en Morbihan, en Finistère également, et il y avait une association indépendante en Ille-et-Vilaine qui avait des salariés. Or, pour faire certaines actions sur les refuges, notamment les inventaires et les diagnostics pour savoir où on en est, parce que évidemment c'est une progression,
Et ce qu'on recherche, c'est une progression dans la qualité. Et il faut évidemment des gens qui sont spécialistes pour pouvoir faire des inventaires précis sur tous les taxons. Et donc, il était presque obligatoire que nous ayons des salariés pour le faire. Or, en étant en groupe, on n'avait pas cette possibilité puisqu'on n'a pas d'entité juridique ni financière. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a d'abord commencé à travailler avec l'Ille-et-Vilaine, et puis petit à petit, les liens se sont créés. Et comme la régionalisation, en plus, est arrivée au niveau national, eh bien, la LPO a aussi regroupé un peu ses forces selon les départs qui étaient répartis selon les départements, en régions. Et puis voilà. Et nous avons suivi le mouvement. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, une LPO Bretagne plus forte, et donc, parce qu'ensemble, c'est mieux, encore une fois. Eh bien, voilà, ensemble, c'est toujours mieux. Voilà. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir été à nos côtés. Merci. Catherine, un petit mot avant de se quitter. L'accueil, on parlait de faire en sorte que les oiseaux soient bienvenus aussi autour de nous, faire en sorte que les touristes ou les gens de passage soient bienvenus également autour de nous, et puis ça passe et ça participe au bien-être aussi général. Donc voilà, CQFD, on a tous les bons ingrédients. Merci. Merci beaucoup à tous. On va lancer un petit appel à témoins en vue d'une prochaine émission. Nous attendons vos réactions sur le vélo en ville. Êtes-vous un ou une adepte? Pourquoi? Contactez-nous pour nous faire part de vos témoignages. Ah, nous avons une adepte, en tout cas déjà sur ce plateau, le vélo en ville. C'est très simple, hein, vous nous contactez sur la page Facebook, Ensemble c'est mieux, la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, c'est l'adresse qui s'affiche sur votre écran, ecm.bretagne@francetv.fr pour un mail. Et puis le téléphone 02 99 01 74 13. Voilà. Allez, eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve demain, mercredi, autour du thème de la nomophobie. Qu'est-ce que c'est? Bien, la peur d'être éloigné de son téléphone, autrement dit l'addiction au portable. Oui, on est plus ou moins tous concernés. On verra ça demain. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, ce sera votre journal régional. Kenavo.